Bernard Stiegler, qui donc est un philosophe français dont la réflexion est axée sur l'enjeu des mutations sociétales, politiques, économiques et psychologiques aujourd'hui, mutations portées par le développement technologique et notamment numérique. Il est fondateur et président du groupe de réflexion philosophique déjà dans le Nord-Pas-de-Calais, donc je propose de lui laisser la parole pour nous exposer comment elle s'invite déjà dans notre quotidien, non seulement dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi un peu partout en Europe. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir prononcé le mot expérimentation, car c'est bien d'une expérimentation dans un domaine que vous connaissez sans doute plus largement sous le terme de transition énergétique que sous le terme troisième révolution industrielle qu'on va commenter. C'est bien une expérimentation qui a lieu tout à côté d'ici, dans une région qui est une région de 4 millions de personnes, le Nord-Pas-de-Calais. Une région marquée par un taux de chômage qui est 30% supérieur à la moyenne nationale. Une région qui a un taux d'émission de gaz à effet de serre qui est de 40 à 50% supérieur à la moyenne nationale. Et puis une région, dernier point, et c'est le travail qu'on a fait ensemble en 2013 qui nous l'a montré, qui dépense 58% d'énergie de plus pour produire 1 euro de richesse. Grande région industrielle, donc, mais dans une situation fragile vis-à-vis de l'évolution de l'énergie. J'ai oublié de dire que, non je l'ai dit, notre taux d'émission de gaz à effet de serre est largement supérieur à la moyenne nationale. Des grandes industries qui font vivre des dizaines de milliers de personnes, et donc un enjeu en face des questions de réchauffement climatique, en face des sujets de l'énergie, un enjeu sérieux qui a été pris en main par de nombreux politiques depuis de nombreuses années. Et c'est le contexte dans lequel on s'est trouvé début 2013, lorsqu'il a été décidé de faire un bout de chemin avec un homme dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Jérémy Rifkin, que j'ai eu l'occasion de croiser précisément dans cette aventure européenne qui vient d'être rapidement mentionnée, et auquel les forces publiques et privées, et ça c'est un point fondamental pour moi, c'est l'alliance entre le monde économique représenté par la Chambre de commerce et par de nombreux industriels, et le monde politique représenté par la région, mais aussi par toutes les collectivités territoriales, les 2 départements, les 3 communautés urbaines, se sont alliés pour faire un travail dont je n'ai pas honte de dire aujourd'hui qu'il est le plan stratégique vers une forme de transition énergétique, mais pas seulement, de cette région, donc de 4 millions d'habitants, bientôt 6, suite à la fusion avec la Picardie, en fin d'année, d'une vision à court, moyen et long terme. Et moi, quand on m'a proposé de prendre la direction de ce projet, que j'ai accepté bien volontiers, on m'a donné deux directives très claires, et elles résultent des chiffres et des caractéristiques que je vous ai données il y a quelques instants. C'est essayer d'imaginer un nouveau mode de développement économique. Donc, là, on répond à plusieurs questions. On répond à une volonté d'avoir un avenir décarboné, et c'est très, très important aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'on le sait. Ça fait 40 ans qu'on le sait. On va vous en parler beaucoup en fin d'année avec COP21. Mais il y a 40 ans, le Club de Rome avait déjà dit on risque d'avoir un réchauffement climatique supérieur à 2 degrés. C'est écrit dans un livre, publié en 1974. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est que ce développement économique décarboné crée de l'emploi à court terme, référence notre taux de chômage, référence l'activité d'une région. Et nous avons des régions sœurs et partenaires qui se posent la même question. Je pense à la Rhénanie du Nord-Westphalie, avec laquelle nous sommes partenaires. Voilà l'enjeu qui était 2 grandes questions. Un développement décarboné, la création d'emplois à court terme. Alors une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Il se trouve que donc, beaucoup de travail avait déjà été fait. Il y a une base qui existait, dont on est parti. On a travaillé pendant 9 mois avec un homme, avec cet homme, Jérémy Rifkin, qui a bâti, je crois, le concept de troisième révolution industrielle. Alors, comme tous ceux qui s'avancent avec des idées, il est critiquable, il est critiqué parfois, mais il a aussi la caractéristique de faire avancer les choses. On me pose parfois la question, mais pourquoi Rifkin, pourquoi pas un autre? Je dis, dites-moi qui. Et là, silence radio, qui propose une vision structurée d'un avenir qui nous permette, force politique et force économique ensemble, de travailler à des choses très concrètes.
aujourd'hui, nous sommes dans le moment du concret. L'écriture du plan autour des 5 piliers de Rifkin, dont je rappelle très rapidement les caractéristiques, le développement des énergies renouvelables distribuées, le développement des bâtiments producteurs d'énergie, le développement des nouveaux réseaux électriques qui sont nécessaires à la transmission de ces énergies, le développement du stockage également, et enfin le développement de ce que nous avons appelé une autre mobilité. Ces 5 piliers-là sont les thèmes fondateurs de son propos. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a essentiellement travaillé avec lui sur un 6e, qui ne considère pas comme un pilier, mais qui est l'efficacité énergétique. Et là, on répond aux 58% dont je vous parlais tout à l'heure. Comment demain continuer à vivre, peut-être d'une façon un peu différente, mais continuer à vivre et à prospérer au sens large du terme, en consommant beaucoup moins d'énergie. C'est possible parce que je pense personnellement, et on en a toutes les preuves, en particulier nous Français, que nous nous sommes goinfrés depuis, et j'utilise volontairement ce mot, goinfrés d'une énergie pas chère depuis l'après-guerre. On la gaspille. Voilà. L'heure est plutôt à la sobriété énergétique et je suis persuadé, et on l'a montré, qu'on peut répondre aux enjeux aux grands enjeux que j'ai cités tout à l'heure, avec beaucoup moins d'énergie. Et puis 2 thématiques qui sont fortes dans Nord-Pas-de-Calais, qui sont un peu plus complexes, mais qui font peut-être plus appel à l'humain et au comportement, qui sont beaucoup moins technologiques, qui sont celles de l'économie de la fonctionnalité et de l'économie circulaire. Comment quitter cette économie linéaire où on produit des biens et on les jette et ils vont à la déchetterie, et plutôt recycler, réutiliser, réparer. Comment également passer de la possession d'un bien. Moi, je suis venu ce matin avec ma voiture ici, qui m'appartient bien à moi. Est-ce que j'avais besoin d'une voiture pour venir? Oui, parce que je n'avais pas d'autre moyen de transport, mais j'aurais pu. En fait, ce dont j'avais besoin, c'est de me déplacer facilement de chez moi à Lille à ici. C'est ça la réalité. Et passer de la possession d'un bien au service, c'est une des idées, enfin c'est l'idée fondatrice de l'économie de la fonctionnalité. Voilà les thématiques qui ont été développées en 2013. Mais ce n'est pas le plan de Jérémy Rifkin. S'il m'entendait, je crois qu'il serait d'accord. C'est le plan du Nord-Pas-de-Calais, fait avec lui, fait avec 125 personnes, dans 8 groupes de travail, publics, privés. 2014, ça a été la création des outils, parce qu'une fois qu'on avait établi ce plan, comment fait-on pour assurer cette transition? C'est pas avec le plan qu'on a écrit, c'est pas en le mettant entre les mains des hommes et des femmes de la région qu'on peut arriver à faire cette transition. Donc il nous fallait des outils, un référentiel, une feuille de route, c'est ce que nous avons écrit, toujours ensemble, public, privé. Et 2015, nous y sommes, c'est quoi? C'est mon quotidien et c'est le quotidien de dizaines de personnes, là encore, public, privé, qui travaillent sur le sujet et sur des projets. Aujourd'hui, on peut aligner dans le Nord-Pas-de-Calais plus de 200 projets qui se mettent dans cette démarche. Je cite pour terminer juste 2 ou 3 projets qui m'enthousiasment le plus particulièrement. Travailler sur l'ensemble des lycées de la région. Nous avons 180 lycées, dont une grande partie sont des établissements vieux, très consommateurs d'énergie, pas forcément adaptés à l'enseignement. Et ça met en mouvement ce programme. Je travaille sur un concept d'hôpital, un nouvel hôpital. Un hôpital qui, dans 15 ou 20 ans, sera autonome en énergie. Alors, on est peut-être dans le rêve, quelquefois on me dit oui, mais ça c'est bisounours, ça c'est... Oui, peut-être, et sûrement ça ne se passera pas comme on l'a écrit, mais ce qui est intéressant, je pense, dans la démarche, et on pourra en parler, je terminerai par ce point préliminaire, c'est de voir qu'on s'est mis en mouvement et qu'on s'est fédéré autour de cette idée. Alors Bernard Stiegler, on l'a entendu, potentiellement est porteuse de métiers d'avenir, de métiers qu'on ne connaît pas, qui sont inventés, mais d'autres experts sur la planète s'inquiètent évidemment des retombées qui peuvent également être négatives sur l'emploi traditionnel, celui-là. Et donc des études sérieuses affirment aujourd'hui que jusqu'à 50%, le chiffre fait froid dans le dos, de l'emploi salarié traditionnel pourrait disparaître dans les pays industrialisés dans les 15 ou 20 prochaines années. Alors je sais que vous avez beaucoup réfléchi à cette question et je vais la résumer par quelque chose qui est assez court et compréhensible. Comment réinventer le travail, puisqu'il faut réinventer le travail aujourd'hui? Il y a même un économiste américain, Matt Collins, qui dit que c'est 70% de l'emploi.
d'après lui, qui sont menacés à 30 ans. Je pense qu'il s'agit de réinventer le travail, en effet, et de sortir de la société de l'emploi. Tous ces mots, emploi, travail, industrie, sont des constructions historiques qu'il faut déconstruire. Non pas simplement pour le plaisir de la déconstruction comme ça, mais parce que nous vivons une transformation, une transition, comme dit Pascal Chagot, colossale, et qu'il faut faire attention à ne pas se laisser enfermer dans les clichés, tout fait. Industrie d'ailleurs, il faut se demander ce que ça veut dire. Moi j'ai fait beaucoup d'archéologie, industrie ça veut dire industrie lithique, c'est-à-dire le chopper, le galet éclaté, on appelle ça de l'industrie lithique. Industrie veut dire travail en réalité. L'industrie lithique ça commence il y a 3 millions d'années. On parle de révolution industrielle à partir de 1780. Elle est en général, en tout cas si on suit Bertrand Gilles, l'historien français qui a le plus travaillé sur ces questions dans les années 70, elle commence par la rencontre entre deux personnages, James Watt, qui est un ingénieur, qui a perfectionné, comme tout le monde le sait, la machine à vapeur de Newcomen, et Boulton, Edward Boulton, c'est pas Edward, je trouve plus son prénom, peu importe, Matthew Boulton, qui est un entrepreneur, et que James Watt est venu voir en lui demandant voilà, s'il ne veut pas acheter ses machines, et il dit mais je vous achète toutes vos... Je transforme ce que vous faites en machinisme industriel. Et c'est comme ça qu'a commencé la révolution industrielle, à proprement parler, c'est lorsque Watt a rencontré cet entrepreneur et qu'ils ont décidé de révolutionner la technologie pour passer de la manufacture à l'usine. Alors, est-ce que nous vivons la troisième révolution industrielle? Je dis ça en 1987, dans une exposition qui s'appelait Mémoire du futur. Beaucoup de gens disent ça, bien avant et bien après Rifkin. Il y a des gens qui disent en fait il y a la quatrième. Il y a aussi des gens qui disent on n'est plus dans la société industrielle, la société post-industrielle. Touraine, Alain Touraine, en 1972, je crois, ou 13, dit nous sommes sortis de la société industrielle. Il faudrait prendre du temps pour parler de tout ça. C'est très complexe. On n'a pas vraiment le temps, il faut aller un peu vite. Je pense en tout cas moi que oui, nous vivons dans la révolution industrielle, parce que c'est la troisième, la quatrième, je dirais que c'est un petit peu secondaire. Le problème c'est de savoir en quoi il y a une révolution. Bien évidemment, comme Claude Langlais l'a rappelé tout à l'heure, le MIT par exemple a démarré une étude en 1971, 70-71, qui a conduit à ce texte dont vous parliez, le rapport Meadows, qui a été publié ensuite sous le titre Halte à la croissance. Nous savons que depuis 1970, nous savons que le système qui s'est développé à travers ce qui n'est pas exactement une révolution industrielle, enfin moi en fait je considère que c'est une nouvelle révolution industrielle, qui est le taylorisme. Parce qu'on définit souvent les révolutions industrielles par les technologies, mais ce sont les organisations aussi qui définissent les révolutions industrielles. Le taylorisme est une organisation qui va exploiter les possibilités de la technologie en la soumettant à un modèle d'organisation du travail, à un modèle d'organisation aussi de l'économie et de la macroéconomie tout à fait nouveau. Ce modèle extraordinaire, donc, qui est conçu par Ford, parce que Taylor, lui, c'est un ingénieur qui étudie l'optimisation de la production, enfin du travail humain. Et Ford va concrétiser cela à Detroit, à l'est des États-Unis, pour créer ce qui va s'appeler l'Assembly Line, ce qu'on appelle nous en Europe la chaîne de montage. Et ce que va comprendre une forme fondamentale, c'est que pour que ça fonctionne, puisqu'il augmente les gains de productivité, c'est très important la question des gains de productivité, c'est ça qui constitue la question industrielle. Il y a une augmentation extrêmement importante de gains de productivité au XIXe siècle. Entre 1800 et 1900, il y a des secteurs où les gains de productivité sont d'un facteur 100. Donc on produit 100 fois plus avec le même matériau, le même nombre de personnes. Avec Taylor, les gains de productivité vont encore être multipliés par 10. Et donc, ça va permettre à Ford de dire, moi j'ai un objectif, c'est de produire 1 million d'automobiles par an. Il va y arriver, très vite d'ailleurs. Mais le problème, c'est de vendre les automobiles. Donc à partir de l'organisation taylorienne du travail, le problème devient de moins en moins de produire et devient de plus en plus de vendre.
Et c'est pour ça qu'un aspect fondamental ici, c'est une révolution industrielle. Alors, est-ce que c'est la troisième, la quatrième, ou je ne sais pas, ça m'est égal. Mais par contre, c'est l'apparition des médias de masse. Les médias de masse qui sont la condition pour vendre les automobiles. Parce que les gens ne veulent pas les automobiles. Si vous regardez le film La splendeur des hommes personnes d'Orson Welles, qui explique comment Morgan, qui est le premier entrepreneur industriel de la banque Morgan, le fils Morgan, qui ne voulait pas être banquier, qui était un jeune homme voilà, qui rêvait de développer l'automobile, mais il n'y arrive pas. Les Américains ne veulent absolument pas d'automobile. Il dit ça pue, ça tombe pas tout le temps, les chevaux c'est beaucoup mieux. Et il va falloir en fait une transformation que Ford va porter, qui est aussi une affaire de design, de publicité, et l'apparition des industries culturelles. Le cinéma d'abord, la radio ensuite, qui vont faire que, eh bien, on va faire adopter une technologie. J'ai été membre du conseil scientifique de France Télécom. Et en 1994, j'ai organisé avec France Télécom, on appelait ça comme ça à l'époque, un grand colloque sur les usages et comment faire intégrer aux ingénieurs une compréhension sociale de la technologie. Et puis j'ai assisté un jour à un truc étonnant, c'était que nous avions une étude faite par les marketeurs, mais qui n'avaient pas très bien compris ce que c'est que le marketing à mon avis, qui nous prouvait que finalement il n'y avait pas de marché pour le téléphone portable. C'était un peu dommage parce que il se trouve que France Télécom, dans ce formidable laboratoire d'ici les Moulineaux, avait développé une série de brevets qui permettaient de développer le téléphone cellulaire en grand à l'échelle planétaire. Ça n'a pas été exploité par France Télécom. Parce que les gens qui ont fait cette étude n'ont pas compris que les gens ne veulent jamais de l'innovation. Le nombre d'amis à moi qui m'ont dit j'aurais jamais de téléphone portable et qui maintenant ne peuvent plus se passer de leur téléphone portable, c'est incroyable. C'est comme aussi un Protec, la technologie que nous utilisons avec Bernard Hubert, qui est une technologie que nous avons développée à l'IRCAM, qui permet aux musiciens d'expérimenter. Ça commence toujours par je ne ferai jamais, je jouerai jamais avec ce truc-là. Ou encore ce que je disais hier sur le film de Fernand Léger, qui commence par les haut-parleurs empêchent de rêver. Bon. Et puis finalement, nous utilisons les haut-parleurs pour écouter et regarder le film de Fernand Léger. Donc tout ça, c'est une histoire complexe. C'est ça l'industrie. C'est ça les révolutions industrielles. Aujourd'hui, maintenant je viens vraiment à votre question, et je vais essayer de m'arrêter assez vite. Aujourd'hui, nous vivons une transformation industrielle absolument colossale qui est provoquée par le numérique. Dont Jeremy Rifkin a d'ailleurs dit dans l'économie d'hydrogène que c'est un aspect, la question de l'énergie, de cette question. Et ce que montre Rifkin dans ce livre, il est très cultivé, Jeremy Rifkin, c'est que les transformations énergétiques sont toujours des transformations de technologies de communication. Et ce qu'il dit dans l'économie hydrogène, c'est que si nous voulons demain développer une transition énergétique véritablement solide, rationnelle, il faut prendre le modèle du web. Et que c'est le web qui est le modèle industriel nouveau. Je vous signale qu'à la fin de cette année, les 14 et 15 décembre, au Centre Georges Pompidou, il y aura, avec Julian Assange d'ailleurs en visioconférence, depuis l'ambassade de l'Équateur où il est emprisonné, pas par l'Équateur, mais par l'Occident qui ne veut pas le laisser ressortir, une conférence sur l'avenir du web et sur l'avenir de l'Europe. Parce que l'Europe est aujourd'hui dans une situation industrielle absolument catastrophique. Je travaille aux États-Unis, j'enseigne aux États-Unis, j'enseigne aussi en Chine, et je peux vous dire qu'en Chine et aux États-Unis, c'est autrement plus réveillé qu'ici. Je ne dis pas du tout qu'il faut faire ce que fait la Chine ou qu'il faut faire ce que fait les États-Unis. D'abord, je répète toujours que la révolution que nous vivons en ce moment, industrielle ou pas, qui produit ce qu'on appelle la data economy, basée sur les data centers, sur les big data, sur le calcul à 200 millions de mètres par seconde. Et hier, j'expliquais ici, dans une conférence que j'ai donnée, que c'est 2 fois plus vite que les éclairs de Zeus. La foudre va à 100 millions de mètres par seconde. Mais les réseaux de fibre optique vont à 200 millions de mètres par seconde. Et quand un système calcule, vous êtes en train de faire une requête sur Amazon, sur Facebook, sur je ne sais quoi, vous êtes en train d'interagir avec des millions, parfois des milliards de gens, en même temps. C'est calculé par des algorithmes qui s'appellent des big data et qui sont capables d'atteindre 200 millions de mètres par seconde. Ça veut dire qu'ils vont 4 millions de fois plus vite que vous. Parce que la circulation d'informations sur vos réseaux de nerfs, c'est 50 mètres par seconde.
Alors évidemment, quand on s'appelle Bernard Lubac ou Michel Portal, on arrive dans certaines circonstances à monter jusqu'à 120 mètres par seconde. C'est ce que disent les spécialistes du système nerveux. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui travaillent avec les pilotes de course de l'écurie Peugeot. Quand un pilote de course roule à 380 km/h, il faut qu'il automatise totalement son fonctionnement parce que la voiture est une machine, il est obligé de se soumettre totalement à la mécanique de la machine. Comme Lubac est obligé de se soumettre à son piano. Mais le coureur ne gagnera la course que s'il est capable, à un moment donné, en une nanoseconde, qu'il n'est même pas capable de calculer d'ailleurs, de faire quelque chose d'absolument imprévisible. C'est ça, un très grand pilote de course. Eh bien, nous sommes, l'humanité aujourd'hui, nous fonctionnons à 200 millions de mètres par seconde dans certaines circonstances, y compris dans certaines circonstances militaires ou de marché financier. Comment est-ce que nous allons travailler avec ça? C'est ça le sujet de notre discussion. Et dans ce contexte-là, un énorme problème apparaît. Parce qu'en effet, c'est d'ailleurs dans le journal Le Soir, en Belgique, en Europe est sorti le sujet, parce que jusqu'alors c'était une omertade en Europe. C'est la Belgique qui est la première à donner le problème, le 19 juillet de l'année dernière. 50% des emplois de Belgique pourraient disparaître d'ici 10 à 20 ans, d'après l'Institut Bruegel. En fait, moi je travaille depuis 3 ans sur ce sujet avec des gens du monde entier, des économistes et des historiens de la technique français, mais aussi beaucoup d'Américains, d'Anglais aussi, d'Oxford, etc., et des ingénieurs. Et je pense qu'en effet, même si les hypothèses dont on parle, ce sont des tendances, Randall Collins, c'est celui qui va le plus loin, dit 70% d'emplois perdus, c'est une tendance inéluctable. On peut ralentir, il faut savoir ralentir les situations, mais la tendance, on peut la ralentir, mais on ne l'empêchera pas de s'exprimer. D'abord, parce que comme je l'ai dit hier, le patron de Foxconn, par exemple, qui fabrique mais un très grand nombre des smartphones que nous avons dans les poches, et les ordinateurs, Apple en particulier, a décidé de mettre 1 million de robots dans ses usines, où il y a 1,5 million d'employés, et de virer 1,5 million d'employés. Il en regardera avec les employés, bien entendu, mais quelques dizaines de milliers. Le débat que j'essaie de susciter depuis 3 ans, il est fondamentalement ciblé ce qui se produit là. Jusqu'à maintenant, personne ne voulait entendre parler de ça en France. Ça commence à sortir. C'est plutôt le patronat qui discute de ça, d'ailleurs. Et aussi des collectivités territoriales, dont Jean-François Caron, avec qui je parle souvent, qui est à l'origine de ce qui se passe avec Stephen Rifkin. Parce que c'est moi qui lui ai parlé de Rifkin, il y a 10 ans. Mais il n'y a pas que... Il y a d'autres communautés territoriales en France et dans le monde qui sont en train d'essayer de réfléchir à ce qui se passe si, en effet, imaginons ce scénario, que Roland Berger, par exemple, prenons le scénario de Roland Berger en France, qui est un scénario qui a été, qui a tracé très précisément ce qui peut se passer en France. Roland Berger a remis au 17 octobre de l'année dernière pour le journal du dimanche une étude qui dit 3 millions d'emplois vont disparaître d'ici à 10 ans en France. Dans certaines régions de France, ça va faire passer le chômage des jeunes de 40 à 60, 70, 80, 90%. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer s'il y a des jeunes qui sont au chômage à 90%? Ça veut dire que pratiquement un certain nombre de jeunes n'ont aucune chance de travailler. Alors, est-ce que ça veut dire que il ne va plus y avoir de redistribution? Bien sûr que non. Admettons ce scénario. Les robots remplacent des gens. Il faut que les gens achètent ce que produisent les robots. Il va donc bien falloir redistribuer. Inéluctablement. Et la question, c'est en fonction de quels critères allons-nous redistribuer? Dans le monde fordiste et keynésien, le critère, c'était l'employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, employabilité? Ça veut dire la capacité des individus, dans tous les secteurs, au départ l'industrie classique, ensuite le tertiaire, maintenant toutes sortes d'autres secteurs, y compris la médecine, le droit, l'architecture, à se soumettre à des systèmes. Et pas simplement aujourd'hui des systèmes comme l'assembly line, le montage à la chaîne de montage, mais d'autres systèmes, par exemple les systèmes de reporting, les systèmes de méthodologie de gestion des hôpitaux. Est-ce que vous êtes employable ou pas? Est-ce que vous êtes capable de vous soumettre à ça? Qu'est-ce que ça veut dire vous soumettre à ça? Ça veut dire que vous avez perdu toutes vos compétences. Vos compétences sont passées dans les machines. Elles ont été formalisées et maintenant vous vous soumettez à ces machines.
Jusqu'à maintenant, c'était ça l'employabilité. Et si vous étiez prêt à vous soumettre, on vous donnait un salaire pour vous donner un pouvoir d'achat qui permettait de faire marcher la machine économique. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous comme employé. Dans un certain nombre de secteurs, dont l'étude d'Oxford, qui a recensé 750 métiers, montre que ça touche justement les lawyers, c'est-à-dire le monde du droit, les médecins, toutes sortes de secteurs de la décision de haute volée, d'encadrement supérieur, disparaissent. Parce que les big data sont plus efficaces. Plus efficaces, oui, mais à quelle échéance? Et pour combien de temps? Là, je passe sur un autre registre et je vais m'arrêter. L'autre registre, c'est la théorie des systèmes. Moi, je suis un systémicien. Je m'intéresse aux mathématiques, à la physique, à la science. Et depuis von Bertalanffy, dans les années 30, 40, on approche tout ce qui se passe dans un système dynamique avec un certain nombre de concepts dont un certain nombre sont inspirés par la théorie de l'entropie qui est apparue au XIXe siècle en physique et la théorie des négantropies qui est apparue en 1944 avec les travaux de Schrödinger qui ensuite ont été repris par ce qu'on appelle la théorie des systèmes complexes, etc. Si vous analysez ce qui se passe sur les big data, dont les big data, beaucoup de gens n'ont pas encore forcément très bien compris ce que c'est, mais les big data, c'est ce que fait Google. Google, c'est la première grande entreprise industrielle de big data. Les big data, c'est ce qui permet à une entreprise de faire calculer des algorithmes à la vitesse de 200 millions de mètres par seconde dans les cas les plus extrêmes sur plusieurs milliards de données en même temps. Et ça, c'est ce que fait Google. Google fait ça avec le langage. Un ami à moi, qui est aussi polytechnicien, qui enseigne à l'école polytechnique de Lausanne, qui s'appelle Frédéric Kaplan, a fait des analyses très précises de la manière dont fonctionne Google. Et ce qu'il a montré, c'est que Google est capable de faire ce qu'il fait avec la langue, c'est-à-dire de répondre à toutes sortes de requêtes à la vitesse de la lumière, etc., parce qu'il produit de l'entropie dans la langue. L'entropie, d'abord, vous la constatez sur vous-même, je ne sais pas si vous en avez aperçu, vous faites de plus en plus de fautes d'orthographe. Je dis vous faites parce que c'est le cas de tout le monde. Ce qu'on appelle l'autocomplétion, qui est un système qui repose sur l'automatisation qui va beaucoup plus vite que nous, eh bien, nous désapprend l'orthographe. Et à force de faire des SMS, des requêtes, tout ça, nous laissons les robots nous remplacer dans l'orthographe. Et puis un jour, nous apercevons que nous faisons énormément de fautes d'orthographe. Ce qu'a montré Frédéric Kaplan, qui est un ingénieur, c'est pas n'importe qui, hein, il était le patron de la robotique chez Sony. Sony qui est le leader de la robotique mondiale. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien ces sujets. Et bien ce qu'il a montré, c'est que ça c'est un énorme problème pour Google. Parce que si les gens perdent totalement les compétences orthographiques, le système de Google ne marche plus. Il a quand même besoin d'un peu de compétences orthographiques. Ce que montre aussi Kaplan, c'est que la compétence de compréhension des langues est en train de se perdre. Parce que la traduction automatique fait que progressivement on perd le caractère idiomatique des langues. Et finalement, ce qu'il montre, c'est qu'à long terme, le langage est en train de s'épuiser. J'ai parlé de ça, moi, avec un ingénieur de Google. Je vais chez Google bientôt. Peter Norvig, qui est le directeur de la recherche de Google, m'a invité pour faire une conférence. Je suis un peu écouté chez ces gens-là. Et un jour, je discutais à San Francisco avec quelqu'un de Google, et il me dit, mais on sait ce que vous dites, mais c'est pour ça qu'on va vers l'automobile automatisée, les environnements urbains, on change de marché. Oui, mais est-ce que changer de marché, c'est bien gentil, mais est-ce que on va laisser se détruire les langages comme ça? Comprenez-moi bien, je ne suis pas du tout un adversaire de Google, je m'intéresse, je suis fasciné par l'intelligence même et la stupéfiante industrie nouvelle qui a été développée là. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut que nous, en Europe, qui sommes les inventeurs du web, c'est pas en Amérique que le web a été conçu, c'est ici en Europe, en Suisse, au CERN. Nous devons reprendre la main pour proposer à l'Amérique du Nord, à la Chine, une appropriation plus négantropique de cette technologie. Cette technologie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est anthropique, c'est-à-dire qu'elle produit de l'indifférenciation. Elle détruit les différences linguistiques, elle détruit les différences culturelles, elle fait souffrir des cultures entières qui peuvent devenir enragées de ne plus pouvoir exister dans un monde comme ça. Et c'est pas simplement l'islam ou ces cultures-là. En Occident, j'ai écrit un livre sur Richard Durn, qui était un enragé qui a tué 8 personnes et qui en a blessé 19 au pistolet mitrailleur. Il y a des enragés tout à fait occidentaux, mais qui ne se réfèrent pas forcément à l'islam ou même à la religion. Richard Durn, c'est un écologiste. Ils deviennent fous parce qu'ils ne peuvent plus exister dans ce monde-là. Nous avons la responsabilité de réinventer une économie qui soit vivable et qui en plus prenne soin du monde. C'est une économie qui doit produire de la négantropie.
Donc ce que nous disons à Ars Industrialis, c'est qu'il faut aujourd'hui réinventer un nouveau modèle économique. De toute façon, l'économie en a absolument besoin. Si on n'organise pas la redistribution, le système va s'écrouler. Il est déjà insolvable, il va entrer en plus en surproduction. Donc, il faut redistribuer. Cette redistribution, le problème, c'est avec quels critères est-ce qu'on redistribue? S'il n'y a plus d'emploi, comment on redistribue? Eh bien, nous disons qu'il faut redistribuer en reprenant le modèle du régime des intermittents du spectacle. Qu'est-ce que c'est que ce régime? Qu'est-ce que c'est qu'un intermittent du spectacle? Bernard Lubac, c'est un intermittent du spectacle. C'est quelqu'un qui produit de la négantropie. En faisant de la musique, en faisant de la littérature, du théâtre, du cinéma, etc. Qu'est-ce que c'est que la négantropie? C'est ce qui ouvre l'avenir du monde. C'est ce que Paul Valéry étudiait pendant des siècles, des décennies dans ses cahiers, qu'il appelle le rêve à l'origine de l'esprit. Si l'humanité n'est pas capable de produire à très haute dose de négantropie dans les 20 ans qui viennent, elle est foutue. Parlons clairement. Tout le monde le sait aujourd'hui. Il y a une dénégation de cet état de fait. Nous disons qu'il faut travailler sur la qualité énergétique des bâtiments. Il faut travailler sur l'énergie, mais il faut surtout modifier radicalement les processus de redistribution. Il faut permettre, par exemple, à ces jeunes qui vont se retrouver à 90% au chômage dans les 10 ans qui viennent, il faut leur offrir une alternative. Cette alternative, elle repose sur les idées d'Amartya Sen. Amartya Sen, qui est un grand économiste, montre que si le Bangladesh a une espérance de vie plus élevée que Harlem, et oui, les gens du Bangladesh en 1970 vivent plus longtemps que les habitants de Harlem, c'est parce qu'ils n'ont pas été prolétarisés par l'emploi et par la consommation à très haute dose, y compris l'héroïne à Harlem. Ils vivent très mal, ils n'ont pas, enfin ils vivent très mal, ils n'ont rien, pas d'hôpitaux, pas de médecins, pas de police, pas d'école, pas d'égout, pas d'eau courante, mais ils vivent plus longtemps et mieux que les gens de Harlem. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'esprit de leur savoir. Ce que dit Amartya Sen, c'est qu'il faut inventer une économie de demain qui valorise la capacitation, c'est-à-dire le savoir, et qui lutte contre la prolétarisation qui est produite par la technologie. Nous disons, pour lutter contre la prolétarisation par la technologie, il faut s'emparer de la technologie et l'utiliser pour le temps gagné grâce aux automates, le mettre au service du temps de la désautomatisation, c'est-à-dire de l'intelligence individuelle et collective. C'est pour ça que nous avons fait ce festival comme ça. Tout le dispositif du festival qui tourne autour d'improvisation avec Bernard Lubac et Michel Portal, c'est une façon de réfléchir sur l'avenir économique du monde et de réfléchir à la COP21 en y intégrant évidemment les expériences du Nord-Pas-de-Calais. Et en disant que le problème de demain, ce n'est plus l'emploi, c'est le travail. Et que le travail n'est pas nécessairement salarié. Un intermittent, il travaille souvent quand il n'est pas salarié. C'est-à-dire dans le temps libre qu'il a pour inventer des choses nouvelles, etc. Ensuite, il entre en production, il a un salaire, il renouvelle ses droits, etc., etc. On peut généraliser ce modèle. Je discute moi avec des gens de la grande industrie sur ce modèle, et je pense que l'avenir passe par là. Aussi dans une transition de pensée. Comme on vient de l'entendre, tout va de plus en plus vite, et on se demande si on est encore capable de suivre. Donc, où est la place de l'homme dans ce futur proche, et quel restera son espace de liberté face à ce monde de plus en plus automatisé, robotisé? Oui, c'est une des questions centrales, effectivement, et qui sous-tend tout ce que on a entendu à propos de la révolution industrielle, à propos de l'emploi. La place de l'homme, donc la place de l'homme, la place de ce qui est une qualité humaine, qui est de l'ordre souvent du difficile à définir, mais qui est de l'ordre de ce à quoi on tient vraiment, que ce soit le courage, que ce soit la sincérité, que ce soit simplement le doute quant au mystère d'exister. Je pense que les philosophes, ce ne sont pas des professionnels de la vérité, mais des professionnels du doute, souvent. Et cette place-là a été interrogée. La place de l'homme, elle dépend de notre conception du progrès, me semble-t-il. Dans ce qu'on a entendu, on voit bien qu'il y a une marche en avant, révolutionnaire, progradorée, c'est ça, c'est marcher en avant. Mais de quel type de progrès s'agit-il? De quel type de progrès s'agit-il? Notre conception traditionnelle du progrès est en crise depuis Hiroshima, on le sait, même avant, mais depuis Hiroshima, parce que nous avons vu ce dont notre progrès scientifique, notre progrès technique était capable. Mais est-ce pour autant que nous devons sacrifier toute croyance, toute adhésion dans le progrès? Je ne le pense pas. En fait,
actuellement, on vit une sorte de rapt de la catégorie de progrès par les sciences, par la technologie, par l'économie. Comme si ces disciplines-là avaient décrété et montré qu'elles avaient le monopole de ce que c'est que progresser. C'est le progrès au sens technocapitaliste du terme, ceci dit sans connotation péjorative, mais c'est le progrès qui fonctionne par capitalisation, et c'est ça sa puissance. Tout ce qui est inventé technologiquement ne doit pas être réinventé. Gilbert Simondon, pour parler d'un des penseurs majeurs du XXe siècle sur ces questions, se baffle quand on devra l'améliorer, on ne devra pas le réinventer. C'est un capital, pas un capital économique, mais un capital technique, un capital scientifique. Et quand on parle de développement exponentiel du technocapitalisme, on signifie que le capital est de plus en plus grand et produit des intérêts, pour parler en termes économiques, de plus en plus importants. Là, c'est la conception majeure du progrès contemporain. Et l'humain a du mal à se retrouver là-dedans. Vous parlez à un enseignant, par exemple, de progrès utile, par exemple, il vous dit, écoutez, je ne peux pas faire quelque chose avec ce modèle-là. Moi, j'ai mes étudiants, j'ai mes élèves, dit l'enseignant, si mon modèle du progrès est un progrès utile, j'ai rien à leur dire. Je suis face à eux dans des temporalités très différentes, comme le médecin aussi, comme tous les gens qui travaillent avec l'humain. Et c'est cet autre progrès, seulement j'appelle un progrès subtil. Subtella, c'est ce qui est en dessous de la toile. Subtella, c'est la trame, c'est le réseau, c'est les relations qu'on peut entretenir avec l'autre, avec la terre, avec ce mystère d'exister. Subtella, c'est tout ce qui est très subtil, qui fait à mon sens le sel, le sens des existences. Mais c'est un lieu qui est aussi un lieu de progression. L'enseignant, il se lève le matin en disant « je vais faire progresser mes étudiants », bien entendu. Le médecin aussi, et dans nos existences aussi. Et je crois que la place de l'humain, la transition c'est aussi ça, c'est aussi une question de mentalité, la place de l'humain, elle est celle de celui qui doit continuer à construire explicitement des modes de progrès qui ne sont pas des progrès scientifiques et économiques, même si il y a complémentarité. On n'est pas du tout, on n'est plus du tout dans un processus dans lequel on joue l'humain contre la science comme contre la technique, hein, Bernanos, la France contre les robots, tout ça, on n'est plus là-dedans, on est dans des recherches d'équilibre, mais d'équilibre qui ne sont pas des équilibres mobiles, statiques, qui sont des équilibres mobiles. Et il y a là une question, me semble-t-il, de mentalité. Et Épictète disait, il y a des choses qui dépendent de vous, vous pouvez les modifier, vos mentalités, vos désirs, vos jugements. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. On parlait de Google, personnellement j'ai l'impression que Google dépend très peu de moi. Mais il y a des choses qui dépendent de moi. Mes désirs, par exemple, ma mentalité. Et au centre, enfin, pas au centre, mais sous ce débat, il me semble qu'il y a une chose dont on peut peut-être parler, c'est de la mentalité esclavagiste, de la propension de l'humain, de beaucoup d'humains, à construire des esclaves énergétiques d'abord. On parlait de l'énergie, l'énergie est invisible dans la société, on la voit très peu. On voit peu les centrales nucléaires, on ne sait pas très bien si le pétrole qu'on met dans notre voiture vient d'Irak et aurait suscité telle guerre, vient du Venezuela et aurait cautionné tel régime politique, etc. On est dans une sorte d'ignorance, d'invisibilité. Comme toute la Grèce antique, tous les Romains anciens ignoraient aussi les esclaves qui souquaient dans les trières pour les mener à 4-5 nœuds sur la Méditerranée. On ignore l'esclave qui produit un système. Et l'esclave, c'est un convertisseur énergétique. On ignore l'esclave, je crois. Et la mentalité humaniste est celle qui essaie de libérer l'esclave. On parlait des robots tout à l'heure. Ce sont nos nouveaux esclaves. On parlait du travail au Bangladesh. Ce sont nos nouveaux esclaves. Le terme robot, en tchèque, et c'est Čapek, qui est un bon auteur dans la littérature tchèque, qui forme le terme robot en 1921. Robot, ça veut dire celui qui fait les corvées,
celui qui est l'esclave. Et vis-à-vis de nos robots, on a aussi de plus en plus cette mentalité esclavagiste en disant à moi la belle vie, à moi une sorte de civilisation du loisir, je m'éloigne de la matière, je m'éloigne finalement de la production, je m'éloigne de ce qui est l'œuvre des mains, ce qui est industrieux dans l'existence, et je délègue ça. Mais à y réfléchir un peu plus loin, et je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, c'est une impasse que de déléguer aux esclaves que sont les robots le vrai rapport à la matière. Et toute la dialectique de l'œuvre du maître et de l'esclave, qui est le foyer du marxisme aussi, le montre bien. À partir du moment où vous laissez les esclaves travailler, savoir, et vous être dans une sorte d'osium, eh bien, il y a un retournement, il y a un renversement très rapide. Donc, au centre de la transition, à mon sens, il y a la recherche d'un autre type de mentalité, peut-être avec des valeurs de respect, des valeurs de reconnaissance sûrement, sur lesquelles nous avons profondément prise, et qui passe aussi sur ce qui est proche de nous, qui passe sur les moyens, l'agriculture, très certainement, ce que nous consommons, notre type de relation. Parce que sans ces mentalités-là, sans la mentalité d'un progrès subtil, effectivement, on laisse les choses à une vitesse de changement qui est très loin de nous. Moi, je pense que la transition, c'est le changement désiré, c'est-à-dire c'est un nœud qu'on crée par l'existence, par la coexistence et par la pensée entre changement et désir, plutôt que d'avoir un rapport au changement qui est une sorte de rapport uniquement, je dirais, jouisseur et inconscient. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais il me semble que par rapport aux mentalités, c'est là que ça se passe. Et donc c'est un défi très positif. C'est un défi très positif aussi. Je pense qu'il faut pouvoir comprendre la possibilité d'une catastrophe, parce qu'elle est un stimulant pour la réflexion, mais il faut aussi pouvoir œuvrer à un type de réforme de l'entendement, un type de réforme des mentalités, dans lequel on dit le centre, c'est un progrès subtil. Merci. On observe tous les jours dans les journaux télévisés comme dans la presse le potentiel hautement dangereux, négatif et explosif pour l'avenir de la société. Donc il y a là un tabou à la fois économique mais aussi psychologique. Et a-t-on la possibilité, le droit, la faculté ou la nécessité de s'engager dans la décroissance pour pouvoir justement répondre aux exigences de cette troisième révolution industrielle? Peut-être que Claude Langlais peut nous éclairer sur ce terrain. Nous éclairer, je ne sais pas, mais bon. Quand même pour dire deux mots de réaction par rapport à ce que Bernard Stiegler et Pascal Chabot ont dit, pour dire que dans leurs propos se retrouvent beaucoup de sujets qui ont été abordés et qui continuent d'être abordés et étudiés dans la démarche du Nord-Pas-de-Calais. Moi, ça me donne... Alors, Bernard Stiegler nous dresse un tableau très inquiétant d'un futur sans emploi. Et moi, j'ai en tête un futur très inquiétant sur un autre sujet, qui est celui, bien entendu, de l'évolution environnementale, et pas seulement du réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, etc. Tout ce que vous avez pu entendre et que vous savez. L'espoir, c'est ce que nous vivons depuis 3 ans dans cette démarche. C'est des hommes, des femmes par dizaines qui se sont levés et mis dans cette démarche avec une vision d'un avenir positif. Et je pense toujours que devant ces grands enjeux qui ont été soulevés, on a 2 solutions. On se met la tête dans le sable et on attend que ça passe. Et ça va mal se passer. On le sait tous. Ou bien on se lève et on essaye de faire quelque chose. Et on fera des erreurs. Et on est sûrement en train d'en faire. Mais au moins on aura fait quelque chose. Et c'est ça que je sens. Parce qu'aujourd'hui, on peut critiquer le terme, on peut critiquer Jérémy Rifkin, d'aucuns ont écrit, et des gens respectables, la troisième révolution industrielle n'aura pas lieu. Ouais. Sauf qu'autour de moi, j'ai des dizaines de personnes qui sont responsables, qui sont des responsables d'entreprise, qui sont des responsables politiques, qui sont des responsables à tous les niveaux, qui ont pris leurs responsabilités et qui les assument avec une vision qui se veut positive. Et ce n'est pas du volontarisme, c'est dire qu'on cherche, et je viens au thème, et je viens à la question, on cherche un autre futur. Si vous reprenez
Les 3 piliers du développement durable, social, notre société va mal, économique, il suffit d'écouter tous les jours à la radio, ça va pas bien, et environnemental, ça va pas bien non plus. Donc les 3 piliers du développement durable dans notre pays, dans nos pays actuellement, sont en péril. Et derrière ça, on se pose la question, je l'ai dit dès le début, d'un autre modèle économique, et Bernard Stiegler a aussi parlé d'un autre modèle économique qui reste à inventer et qui ne sera certainement pas celui de la croissance que nous avons connue jusqu'à la fin du siècle dernier, croissance qui s'est quand même sacrément arrêtée depuis la fin du XXe siècle. Maintenant, je ne crois pas. Je crois beaucoup à la décroissance environnementale, de l'empreinte environnementale, histoire... on est au mois d'août, on a déjà consommé une planète. Vous savez, ces indicateurs qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont quand même assez intéressants à suivre dans leur évolution. Et je ne crois pas personnellement qu'on puisse tous avoir en tête un futur fait d'une décroissance complète. Je crois plutôt qu'il faut inventer une autre forme de croissance qui soit supportable, et c'est le travail, et on est dans un travail de recherche, on a parlé d'expérimentation tout à l'heure. Inventer une autre forme de croissance qui soit supportable sur tous ces piliers. Sur le plan social. Et on voit apparaître dans le travail du Nord-Pas-de-Calais actuellement de plus en plus de composantes sociales, de plus en plus de composantes humaines. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'évolution de cette démarche qui va prendre des années. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais j'ai aussi tendance à penser qu'on n'est pas tout seul. On a fait un petit peu de benchmark. Il y a un travail fait par les Suisses qui s'appelle la Société à 2000 watts, il y a un travail fait par les Allemands, il y a un travail fait par les Danois, etc. Tout le monde est en train de chercher ce qui sera une croissance différente et je l'espère soutenable. Car celle qu'on connaît, elle est plus soutenable. Ça, on est à peu près tous d'accord. Par contre, la nature humaine, à mon sens, peut difficilement imaginer de revenir en arrière. Jamais l'homme ne revient en arrière. Elle peut difficilement imaginer de s'enfoncer dans un futur glauque. C'est pas votre vie, c'est pas ma vie, c'est pas possible, c'est pas pensable. Il faut donc bien essayer tous ensemble. C'est pas évident, mais c'est passionnant. Et on reprend le mot progrès de Pascal Chabot. Moi, j'ajouterais le mot agilité. Ce que nous avons écrit, ça va pas se faire comme ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il faut des attitudes agiles. Alors, il a parlé de... Vous avez failli utiliser le mot dynamique. Moi, je crois beaucoup à des évolutions dynamiques, se remettre en cause et inventer ce nouveau modèle d'une autre forme. Est-ce que ça doit s'appeler croissance? L'homme n'est pas fait pour stagner et l'homme n'est pas fait pour revenir en arrière. Il faut donc bien inventer quelque chose. C'est un formidable enjeu qu'on a devant nous. C'est certainement pas évident. On n'a certainement pas beaucoup de temps pour le faire, mais c'est un fabuleux travail qu'on espère faire tous ensemble. Il faut se donner le temps de penser. Il ne faut pas balancer des clichés comme font les hommes politiques. On est là pour penser, prendre le temps. S'il faut, on déborde. C'est très sérieux, on est au cœur du sujet du festival. Ce qu'on appelle la croissance, c'est ce que nous appelons à Saint-Just la mécroissance. Ce qu'on appelle la croissance, c'est un concept qui a été produit par Keynes. La croissance, ça repose sur des indicateurs de croissance. Growth, en anglais. Ces indicateurs, aujourd'hui, sont totalement dépassés. C'est ce qu'a montré Amartya Sen. D'ailleurs, même Sarkozy, il a demandé à Amartya Sen de venir en France pour travailler sur les nouveaux indicateurs. C'est évidemment la méthode sarkozienne de se approprier l'adversaire en l'invitant sur son territoire. Bon, ne rentrons pas dans cette casuistique. Mais nous ne sommes pas du tout dans la croissance depuis très longtemps. La preuve, c'est que ça a produit de l'insolvabilité. Le modèle dans lequel nous sommes a produit une énorme insolvabilité. 2008 a révélé cette insolvabilité, que les États d'ailleurs ont dû compenser, et qui ont fait que déporter l'insolvabilité, et l'Europe le paye très cher. Car le dindon de cette farce, c'est l'Europe. La Grèce, mais pas seulement la Grèce. L'Allemagne aussi va souffrir de ça. J'enseigne à Berlin, mais les Allemands se préoccupent, il y a des gens lucides en Allemagne qui savent très bien que tout ça ne va pas durer forcément très longtemps, y compris pour l'Allemagne. Nous pensons qu'il faut, je parle d'un socialiste, entrer dans la vraie croissance et combattre la mécroissance. Pour combattre la mécroissance, il faut critiquer ce qu'on appelle la croissance.
Et je dis très souvent, moi, depuis que nous parlons depuis une heure, je ne sais plus combien exactement, mais à peu près 20 000 bébés sont nés depuis que nous parlons. Si nous voulons accueillir ces bébés, c'est ça mon problème à moi dans la vie. On nous dit qu'il y a 2 milliards de nouveaux bébés qui vont apparaître dans les 20 ans qui viennent. Comment on fait pour leur donner du lait, leur torcher le cul, etc. C'est ça le problème. Si on ne le fait pas, les flux migratoires dont on parle, parce que ça y est, maintenant c'est en train de la question européenne de la migration, là, comment ça devient vraiment terrible. Mais ça n'est qu'un tout, c'est rien du tout par rapport à ce qui va se passer d'ici à 15-20 ans, c'est rien du tout. Donc il faut avoir les yeux en face des trous. Arrêtons ces salades de la décroissance comme de la croissance. Faisons face au réel. Le réel, c'est la disruption. La disruption, c'est un concept qui est utilisé en physique, j'en ai un tout petit peu parlé hier, qu'on a transféré, c'est un transfert de concept, comme on dit. C'est un Français qui, dans les années 90, a transféré ça dans le champ du marketing, et ça a été repris par un professeur de Harvard, professeur d'innovation industrielle, qui a dit « Nous sommes entrés dans le temps de la disruption ». Peut-être ça, la troisième révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est? Bertrand Gilles, 1977, publie « Histoire des techniques dans la Pléiade ». Il explique dans les prolégomènes, je vous recommande de le lire, 70 pages. Ça se lit relativement vite, c'est assez bien écrit, et c'est très, très, très important. C'est certainement un peu dépassé, comme tout finit par être. Mais ça n'est pas à jeter, c'est du savoir, c'est pas de l'information. Donc il faut comprendre ce qui se passe maintenant, que Bertrand Gilles ne pouvait pas imaginer, il faut passer par Bertrand Gilles. Et Bertrand Gilles nous explique que depuis la révolution industrielle, il s'est passé quelque chose de très important, c'est que la technique se transforme plus vite que les systèmes sociaux. Je prends le mot système social, pas au sens de la sécurité sociale, mais au sens où la langue est un système social, la religion est un système social, les funérailles sont un système social, etc. Et il dit, le problème qui se pose à partir de 1800 avec Napoléon, grosso modo, parce que Napoléon va comprendre ça, ça va être de créer un État industriel, pour lequel d'ailleurs Napoléon va créer les écoles d'ingénieurs, etc., qui va permettre de s'approprier cette mutation qui ne vient pas d'Amérique à l'époque, elle vient d'Angleterre, d'Allemagne et de France, pour faire que la société ne soit pas détruite par l'évolution, qui va très vite à cette époque-là. Ça paraît très vite, pourquoi? Très rapide, pourquoi? Le système thermodynamique de machine à vapeur a duré 70 ans. 70 ans, c'est encore une génération. Puis ensuite, ça va diminuer les temps de stabilité. Et puis, nous vivons à une époque où le système technique est en perpétuelle transformation. Et les systèmes sociaux ne peuvent plus approprier ce système technique. La stratégie du choc, qui a été théorisée par Milton Friedman, et qui a été critiquée par Naomi Klein, qui vient de publier un livre sur la question du changement climatique. Cette stratégie du choc, aujourd'hui, se rejoue tout à fait autrement. Dans la Silicon Valley, c'est le choc qui a été très bien analysé par Evgeny Morozov, qui est un professeur qui était autrefois en Californie, maintenant il est à Berlin. Il a montré comment l'ubérisation, c'est un processus de choc pour court-circuiter totalement, non seulement les chauffeurs de taxi ou les hôtels, etc., toutes les structures sociales, prendre de vitesse en utilisant les 200 millions de mètres par seconde dont je vous parlais tout à l'heure pour semer le chaos et imposer sa loi, son business model autrement dit. Je vais sortir un livre bientôt, c'est pas pour faire la pub que je dis ça. Je sais pas encore comment il s'appellera, mais je fais une comparaison entre des discours que j'ai analysés de la disruption, comment s'emparer de la disruption pour conquérir le marché européen en particulier, qui est le plus solvable encore aujourd'hui. Il n'y aura peut-être pas. Mais pour le moment, c'est plus solvable. Donc c'est l'Europe, vous savez, qui contribue le plus sur les réseaux. Les Français en particulier contribuent énormément. Ils produisent énorme valeur pour Google. Mais c'est Google qui ramasse tout le truc. Qui d'ailleurs ne paye pas d'heure pour Google. Puisqu'il y a eu un processus de défiscalisation, etc., etc. Ça pose quand même un certain problème. Parce que pour que les Français contribuent comme ça, c'est parce qu'ils vont à l'école, ils ont appris un certain nombre de choses. Mais si tout est ruiné, l'école, tout ça, à un moment donné, personne ne pourra contribuer. On revient au problème de l'orthographe dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a un problème de nouvelle responsabilité et un nouveau, moi j'appelle ça un nouveau contrat social, un nouveau pacte social, pour réintroduire quoi? De la responsabilité sur la lutte contre la barbarie. La barbarie, elle est produite par des gens qui tirent la Kalachnikov, etc. Elle est aussi produite par la disruption. C'est une barbarie de détruire les systèmes sociaux comme ça. Et c'est une folie absolue
car ça va conduire à la révolte. Et je vous rappelle quand même un truc qui a été dit il y a 3 jours par le Washington Post. Depuis le début de cette année, on a consommé déjà la planète, les ressources de l'époque, et on a eu 247 fusillades aux États-Unis de gens fous tirant au pistolet mitrailleur sur n'importe qui, sans aucun motif religieux, etc. Ils ont complètement pété les plombs. Alors on dit que c'est à cause de la libéralisation de la vente d'armes. C'est ce que dit Obama. Je ne crois pas du tout. Je pense que c'est un aspect des problèmes. J'ai beaucoup étudié ce sujet. Je pense que c'est une nouvelle forme de folie et de barbarie que ne supportent pas un certain nombre de gens qui croient se reconnaître dans je ne sais pas quel combat, dans le Cham, c'est-à-dire entre la Syrie et la Méditerranée, enfin disons Israël ou la Palestine, et que d'autres, il y en a d'autant dans toutes sortes d'autres secteurs, vivent tout à fait autrement, mais ils sont tout en train de péter les plombs. Donc je pense que la question de la croissance, c'est maintenant qu'on se pose. Croître, en grec, ça se dit fuséline. C'est l'origine du mot physis, qui est l'origine de la physique. La croissance pour les Grecs présocratiques, c'est ce qui fait que le monde se transforme, est dynamique, etc., dans ce qu'on appelle chez les Grecs de l'époque l'harmonia. Et c'est soumis à ce que la mythologie grecque, que j'étudie beaucoup, appelle Dike et Aitos. Dike, c'est la justice, Aitos, on traduit ça par pudeur, honneur, honte, sentiment du fait qu'on ne peut pas utiliser le feu de Zeus comme des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Et nous devons faire très attention au feu. Tout à l'heure, Pascal, j'aurais voulu, je m'arrête parce que je ne vais pas être long, mais Pascal a parlé de plein de choses, sur lesquelles on y reviendra peut-être ce soir, parce que je vous signale quand même qu'il y aura une présentation ce soir du travail de Pascal Chabot. Tu parlais tout à l'heure, Pascal, du médecin comme une figure du progrès. Je suis bien évidemment d'accord. Je crois que c'est aussi une figure de la lutte contre la régression. Tu as parlé d'Hiroshima. Hiroshima, c'est la découverte, y compris par Oppenheimer, du caractère que j'appelle pharmacone de la science et de la technique. C'est-à-dire que toute technique peut se retourner contre celui qui l'a produit, c'est le mythe de l'apprenti sorcier, bien entendu. Et aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards d'apprentis sorciers. Je pense qu'il est fondamental, d'un point de vue de rationalité. Moi, je ne crois pas qu'on peut changer Google comme ça, mais par contre, je pense que Google est irrationnel dans son développement actuel. Et que nous avons la responsabilité, nous, d'affirmer une nouvelle rationalité et de mobiliser la jeunesse en continu, qui est totalement désespérée. J'ai fait une académie d'été d'une semaine avec des gens du monde entier d'ailleurs, 100 chercheurs qui sont venus de partout, de tous les continents, pour analyser une phrase d'un jeune homme qui s'appelle Florian, qui a 15 ans, dit « Tu comprends rien, il s'intéresse à quelqu'un, tu comprends rien qui nous sommes. Nous ne rêvons plus d'avoir des enfants, nous ne rêvons plus de nous marier, nous ne rêvons plus d'avoir du travail, nous savons que nous sommes la dernière génération, ou l'une des dernières avant la fin. » C'est terrible d'entendre un jeune môme de 15 ans parler comme ça. Eh bien, nous nous sommes dit, notre académie d'été, ça va être de répondre à Florian, de dire non, il y aura un au-delà de la fin. Et ça, nous appelons ça le néganthropocène. Nous sommes dans l'anthropocène, l'homme est devenu un facteur tellurique qui produit énormément d'entropie. Il faut passer dans le néganthropocène, il faut lire de la négantropie. Et ça, il faut dire à Google, ça suffit la disruption. Vous avez le droit de venir à Mons, vous installer très bien de vous développer ici, mais commencez à devenir responsable. Nous en avons pas des irresponsables. Pascal Chabot. Partout où l'esprit européen domine, on voit apparaître le maximum de rendement, le maximum de productivité, le maximum de travail, le maximum de plaisir, le maximum de désir. L'esprit européen qui a été mondialisé, qui a été globalisé, et c'est vrai qu'un des chiffres contemporains, c'est cette maximalisation à outrance de tous les paramètres. Maximalisation qui est elle-même fondamentalement ambiguë. Pharmacone, comme dit Bernard Stiegler, elle est ambiguë parce que le maximum de rendement, on sait ce que ça peut avoir de profondément fatigant, mais la maximalisation de quelqu'un comme Balzac, par exemple, 20 heures par jour, ivre de café, à écrire, ou de Michel-Ange, 27 mètres sur des échafaudages pendant 4 ans. Cette maximisation, elle a aussi fait l'art européen, elle a aussi fait
les œuvres, les bibliothèques. Donc moi j'ai une profonde ambiguïté par rapport à la conception de la croissance, de la décroissance. Il faut voir ce que l'on cherche à faire croître et quel type de rapport à l'équilibre, de nouvel équilibre on veut construire. La question de l'équilibre, elle a été travaillée par Aristote, c'est le juste milieu, on est sorti du cosmos, il y a un équilibre dans la cybernétique, on ne sait plus très bien ce que c'est une des questions qu'il faut réinventer. La philosophie européenne s'est éloignée de la notion d'équilibre, et une philosophie asiatique qui n'est plus du tout asiatique, mais enfin la pense peut-être davantage. Et juste pour terminer, je pense que encore un problème, mais c'est la reformulation du même problème, c'est que nous savons qu'il y a énormément d'intelligence collective, nous savons qu'il y a énormément de contre-pouvoirs, nous savons qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives pratiques, concrètes, il faut le souligner. Comment se fait-il, ou pour être plus pragmatique, comment faire pour qu'elles soient relayées au niveau politique? Pourquoi notre époque était sans doute celle où il y a le plus de groupes de débat, etc., d'intelligence collective sur des changements désirés, et où est la zone d'arrêt qui font en sorte que cette intelligence collective remonte très peu au niveau politique. Là, c'est une des choses qu'il faut travailler, à mon sens, aujourd'hui, c'est le pouvoir, c'est ce qui se met hors politique, finalement, Google, qui se met hors politique, et on a beau parler, on voit que ce qui semble pour beaucoup être le bon sens, simplement, n'est pas relayé. Là, c'est encore un débat, et donc ce qu'il faut faire croître, c'est la philosophie, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, c'est la réflexion pour voir comment faire remonter cette intelligence collective. Il y a effectivement une bombe P, comme on l'a dit, mais je ne suis pas sûr que ce soit là qu'il faille faire naître la peur. Aldous Huxley, juste après la guerre, il est dans le désert californien, loin de tout, en 1948, écrit Retour sur le meilleur des mondes, et il dit « Nous sommes maintenant 3,2 milliards sur Terre, demain c'est fini, on n'arrivera jamais à 3,5 milliards. Nous avons allègrement, très allègrement, dépassé ce chiffre, bien entendu. La population, le chiffre de la population, qui est une construction des démographes et qui doit vraiment être déconstruite, me semble-t-il, ne peut pas devenir le sujet d'une construction apeurée, d'une construction de peur, parce que le bouc émissaire, c'est toujours l'autre. Et finalement, sous cette question, il y a qui est de trop, toi ou moi? C'est la question impossible. C'est la question odieuse. La manière d'approcher le problème, c'est de se dire, à mon sens, si nous ne changeons pas dans notre rapport à l'énergie, dans notre rapport au pouvoir, transition énergétique, la puissance, transition démocratique, le pouvoir, dans ces deux transitions, si nous ne changeons pas, alors c'est impossible. Par contre, avec un autre rapport au pouvoir, avec un autre rapport aux énergies, cela doit être possible. D'autant qu'on n'est plus du tout dans les schémas d'une croissance exponentielle de la population. La transition démographique, comme on l'appelle, qui est le ventre entre la baisse de la mortalité et la baisse de la natalité. La mortalité commence à descendre et puis après une population fait moins d'enfants. C'est quelque chose que dans beaucoup de pays, on est à la fin de ce ventre de transition, et les prévisions disent tout de même que la croissance ne va plus continuer du tout à être exponentielle. C'est le BRAC est très très bon là-dessus. Donc à mon sens, plutôt que de faire peur sur la transition démographique, il faut se dire, là où on a des leviers d'action, c'est dans la transition démocratique et énergétique. Bien sûr, on n'est plus aux 8 enfants par famille. C'est certain qu'il y a un discours à avoir sur les enfants qu'on accueille, mais enfin, les leviers sont plus politiques, à mon sens, que idéologiques par rapport à la démographie. Merci. Il faut réinventer
complètement la transmission des savoirs, l'éducation, tous ces processus-là. Le peuplement, comme on l'a dit, on a traduit ça, Gilles Deleuze, c'est Paul Klee qui a dit cela. Mais bon, le peuple, il n'existe plus, le peuple aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais pourquoi? Parce que le marketing, tous ces processus, les industries culturelles, etc., et aussi maintenant la réticulation, font qu'il est court-circuité. Le court-circuit des systèmes sociaux, c'est le court-circuit du peuple. Le peuple, ça n'existe pas. Ce qui constitue le peuple, c'est une synthèse d'un ensemble de réalités sociales, des structures sociales qui se localisent, plus ou moins, alors soit qui se localisent territorialement, soit qui se localisent dans un corps virtuel qui peut être l'Église, qui peut être le parti, qui peut être l'entreprise, qui peut être la marque, même tout ça. Et tout cela, c'est ce que Gilbert Simondon, qu'a évoqué Pascal Chabot, appelle l'intuition collective. Il faut repenser toutes ces questions. Il y a une lâcheté fondamentale, mais pas seulement des hommes politiques, des intellectuels, des artistes, des universitaires. Il y a une démission généralisée par rapport à ces questions. Tous aux abris. Des journalistes bien entendu. Profitons-en tant qu'on peut encore en profiter. Ça, c'est aussi ce qu'a dit un jour devant la BBC, il y a 3 ans, un trader, en disant « Oui, je sais, absolument, on est en train de détruire le monde, moi je prends du pognon, tant qu'il y en a. Prends l'oseille et tire-toi. » Il faut maintenant prendre ses responsabilités. Et vous aussi, il faut que vous preniez vos responsabilités. Sur le fait qu'il n'y a plus le peuple. Il ne faut pas invoquer le peuple comme ça, il faut le reconstruire. Mais le reconstruire, ça veut dire tout réinventer, se remettre énormément en question, se mettre à travailler au boulot. Alors, oui, juste un mot pour répondre à cette question extrêmement intéressante. Nous essayons, dans les projets d'urbanisation, de développement de quartier, c'est une grande leçon, de faire participer activement les habitants. Il y a un des projets, qui est le premier projet d'urbanisme qui s'inscrit dans la démarche, qui vient de vivre pendant 1 an la participation des habitants active, et je peux vous dire que ça a été pas évident. Les gens ont commencé par refuser catégoriquement ce qui est progrès. J'en veux pas. Je veux pas changer ma vie. Et donc, le maître d'ouvrage et les gens qui ont travaillé, les architectes, les bureaux d'études, etc., ont été obligés à remettre en question. Nous-mêmes, on a dû remettre en question le propos qu'on portait sur ce quartier. Et au bout d'1 an de travail, on est arrivé à quelque chose. Comme quoi, c'est un processus long. Maintenant, je voudrais juste terminer en disant, on a cité Jean-François Caron, on pourrait citer d'innombrables élus de la région Nord-Pas-de-Calais, de tous les bords, enfin presque, tous les bords démocratiques, on va dire, qui se sont impliqués. Donc il ne faut pas, moi je les côtoie, il ne faut pas toujours les voir sous un angle négatif. Il y en a quand même beaucoup, pas forcément les plus connus, qui s'impliquent, qui font, qui agissent et qui réfléchissent. Et Dieu sait qu'ils n'ont pas toujours une vie facile. Mais je voulais leur rendre ce petit clin d'œil et ce petit hommage. Merci.